Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais m'assurer que vous nous entendez bien, que vous nous voyez correctement. Vous pouvez le faire en me laissant un petit message sur le chat ou en vous amusant avec les. Alors, Grégoire est en train de taper. Grégoire, alors, est-ce que tu nous entends? Bonjour, Grégoire. Le son est bon, ça va? L'image aussi? Ah, Grégoire n'a pas le son. Est-ce que quelqu'un d'autre a le son? Parce que moi, je l'ai, normalement. François Boyer, OK. Bon, OK, d'accord. Bon, Grégoire, c'est plus un problème que vous avez au niveau de... OK. OK. Eh bien, bienvenue. Nous sommes de nouveau ensemble pour ce webinaire du mois de mai, 16 mai 2024. J'ai la joie de l'animer avec Florian Mansion, notre fondateur du Florian Mansion Institut. On va se présenter juste après pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et aujourd'hui, on va balayer le management, tout d'abord avec un concept qui est notre concept historique de management épiphyte, bien sûr, mais aussi au travers des grands hommes de l'humanité que Florian a choisi pour nous parler de cette expérience managériale. Donc, je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors, vous avez la possibilité, et ce que j'aimerais aussi, c'est que ce soit participatif. Vous êtes plus de 350 inscrits à ce webinaire aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser le chat pour rebondir, me poser des questions. Moi, je vous en poserai à la fin, surtout. Et n'hésitez pas, l'idée, c'est aussi d'avoir vos commentaires, je pourrai les relayer. Et n'hésitez pas à dire dans quelle ville ou dans quel pays vous êtes actuellement. Toujours intéressant. Oui, parce que je sais que vous êtes un peu partout dans le monde. Voilà. Alors, je me présente très rapidement. Donc, Augustin Valero, j'ai récemment 51 ans. J'ai 2 enfants. Je suis marié avec Géraldine, qui est associée avec moi au sein du Florian Mansion Institut, bien sûr, qui est la fille de Florian. J'ai la chance de diriger le cabinet depuis 2007, et ça fait 24 ans maintenant que j'y travaille. Je co-anime avec Loïc un réseau national de consultants en recrutement, en formation aussi, en coaching et également en outplacement. Donc voilà, on travaille toute la palette complète des ressources humaines, y compris bien sûr les bilans de compétences. J'ai la chance aussi d'avoir une vie associative et patronale très active, puisque je suis membre élu au MEDEF de Montpellier et membre élu et trésorier de la Chambre de commerce, ancien du CJD. Voilà, j'aime bien les réseaux, j'ai pris la suite de Florian dans pas mal de réseaux, mais ça, c'est une autre histoire, on fera un autre webinaire sur les réseaux. Voilà. Florian, je voulais vous dire quelques mots. Moi, j'ai créé le cabinet en 1976 à Montpellier. Il s'est bien développé et je pense avoir été un manager furophyte en m'aidant de plantes épiphytes, donc mes 2 jambes qui ont boosté le cabinet en fait. Et la plus grande des satisfactions pour un manager, c'est de voir ces plantes épiphytes grandir et dépasser même le maître, entre guillemets. Voilà. C'est le maître qui le dit, donc on va le croire. Alors, rapidement aussi, je vais vous parler, on va rentrer dans le vif du sujet, et on va évoquer ce concept de management épiphyte qui repose bien sûr sur 2 éléments clés, donc le support forophyte et la plante épiphyte. Alors, Florian, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Alors, ce concept existe depuis quelques années, et nous avons réédité l'ouvrage, et nous avons augmenté de pas mal de concepts, et notamment ce concept de support forophyte. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots et nous parler aussi, bien sûr, de l'origine? Donc l'origine, c'est grâce à Boris Cyrulnik, en fait, avec son concept de résilience. Je pense que la force de Boris Cyrulnik, c'est de s'être appuyé sur une loi naturelle, la résilience, en fait. On prend une barre métallique, on la tord, et puis au bout d'un certain temps, en fonction de certains paramètres, alors il devient à peu près normal. Et il applique cette loi physique à la vie de tous les jours, en quelque sorte, aux enfants qui ont eu des problèmes dans leur jeunesse, ou d'autres par la suite, en fait. Et je me suis dit que ce serait intéressant de trouver une loi qui illustrerait le management dans nos familles et dans nos entreprises. D'accord. Et j'ai pensé à la différence entre les plantes parasites et les plantes épiphytes. La plante parasite se développe sur un tronc en lui piquant la sève. Le gui est une plante parasite, alors que la plante épiphyte, elle, se développe sur un tronc sans lui piquer la sève. D'accord. Exemple, l'orchidée. Voilà. Parfait. Donc c'est très très beau comme image, parce qu'on s'aperçoit que dans nos familles, de nos entreprises, on a des plantes parasites, le petit neveu Tanguy, qui est accroché de la maison, ou dans l'entreprise, on a des gens qui vivent au crochet de l'entreprise, et qui sont
Ils sont placardisés, on ne dit pas qu'ils sont des parasites, mais ils sont placardisés. Alors que dans d'autres entreprises, dans d'autres familles, on a des plantes épiphytes, donc des jeunes à fort potentiel, que l'on aide à se développer. Et dans les entreprises, on a des jeunes à fort potentiel que l'on peut faire grandir. Et je crois que le rôle d'un manager, c'est justement de faire grandir ses collaborateurs. Voilà. Parfait. Voilà le concept qui est important, que l'on va décliner aussi bien dans le recrutement, dans la formation, dans l'animation des hommes et des femmes dans l'entreprise, en fait. Voilà. Merci. Alors, juste, j'ai quelques commentaires par rapport au son. Désolé, il y a un son de cathédrale qui apparemment résonne. Nous sommes dans une grande salle. On tâchera à l'avenir de faire attention à cela. Je reviens juste sur cette notion de manager épiphyte et surtout forophyte. On le retrouve finalement, donc, on va le voir tout de suite, au travers de toute l'histoire des grands hommes de l'humanité. Et vous avez souhaité chercher justement les caractéristiques, au travers des piliers que l'on va vous présenter maintenant, de ces managers et en quoi sont-ils forophytes. Voilà. Alors, le forophyte, c'est le support en fait. C'est lui qui va soutenir la plante épiphyte. Et l'histoire a démarré avec Napoléon, puisque donc j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Le management selon Napoléon, où j'ai interviewé Napoléon à cet élève. Alors vous voyez, on a une très belle photo de Florian qui se met en scène, volontiers d'ailleurs. Volontiers, on ne force pas. Effectivement, en fait, donc j'ai pris la pose d'applaudienne en quelque sorte. Donc là, j'ai interviewé un garçon qui s'appelle Alain Pichard, qui a été donc président du Souvenir napoléonien, qui est docteur en histoire, qui était enseignant en histoire, qui a écrit plus de 50 livres sur l'Empire et Napoléon. Et grâce à ses réponses, puisque le livre correspond aux questions-réponses par rapport à Napoléon, nous avons identifié 7 piliers de management. Voilà. Alors, le premier, et c'est assez étonnant, c'est que on part du principe que Napoléon était manager épiphyte. C'est pas encore du principe, j'ai décidé. J'ai découvert que Napoléon était un manager épiphyte sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'il faisait grandir ses collaborateurs. Il faut savoir qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, les concurrents, les généraux étrangers étaient tous des nobles. Et donc, ils étaient formés, en quelque sorte, à pouvoir exercer des hautes fonctions. Alors que Napoléon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de simples couturiers, des gens très simples, qu'il a fait grandir. Et je crois que c'est une des premières forces de Napoléon, c'est de pouvoir faire grandir ses collaborateurs, en fait. Donc, pour moi, c'est le prototype même du management épiphyte, en fait. Il disait du maréchal de Lannes, il disait « Je l'ai pris pygmée, je l'ai perdu géant ». Ça veut dire ce que ça veut dire, en fait. Par rapport à Debertier, il disait un oisillon que je fais aigle. Voilà, donc pour montrer la progression, en fait. Donc, management épiphyte pour Napoléon. Allez, deuxième pilier, l'exigence. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on imaginait déjà, certainement. Alors, Napoléon, c'était vraiment un gourou du travail, on peut le dire comme ça, en fait. Donc, il bossait de nombreuses heures par jour, il passait très peu de temps à table, il passait très peu de temps à dormir. Il était, on va dire, multitâche. Il était capable de dicter différentes lettres à 4 ou 5 collaborateurs qui étaient autour de lui. C'est un peu comme le joueur d'échecs international qui joue X parties comme ça en simultané avec une autre personne. Et lui, Napoléon le faisait en dictant des lettres. Il faut savoir qu'il a dicté 40 000 lettres, ordres et décrets durant sa carrière professionnelle. C'est inimaginable. Donc un bourreau du travail, donc très exigeant par rapport à lui, et donc très exigeant par rapport aux autres. Et je crois que si on replace ça dans le contexte d'aujourd'hui, l'exigence, c'est une caractéristique managériale intéressante. Parfait. Troisième pilier, l'exemplarité. Alors l'exemplarité, c'est le prototype du manager, Napoléon, qui dit « allons-y ». Il ne dit pas « allez-y », il dit « allons-y » en fait. Et on voit tous Napoléon sur le pont d'Arcole avec son drapeau à la main entraînant ses équipes en fait. Donc il mouille la chemise en fait. C'est un impulseur en fait. Il propose, il impose, il prend peu d'avis en fait. Mais il y va, il se montre en exemple en fait. Mais comme il est exigeant, il fait tout pour qu'il soit exemplaire. Parfait.
Quatrième, et celui-là, il est quand même intéressant parce qu'on va le retrouver aussi dans le management au quotidien, c'est le contrôle. Bien sûr. Alors lui, il a un système, il a organisé un système de contrôle qui est fabuleux avec un réseau d'informateurs qui sont partout en fait, hein, que ce soit les préfets, que ce soit les maires, que ce soit tout le monde en fait. Hein. Donc, on le verra même après dans la communication. Il a créé un système, même dans la franc-maçonnerie, il a noyauté la franc-maçonnerie pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe, en fait, hein, avoir des informations. Pour lui, l'information et le support, et le support du management, en fait. Hein. C'est le contrôle, en fait. Hein. On en reparlera après parce qu'on va le retrouver, ce contrôle. Cinquième élément, cinquième pilier, la réactivité. Alors, c'est l'un des décisions, Napoléon. Lui, la procrastination, il ne connaît pas. Ouais. Hein, il prend vite ses décisions. Comme en plus il s'entoure très peu d'avis des autres, il tranche, hein, il coupe, hein, voilà, il décide. Des fois il se trompe en fait, hein, mais il y va. C'est pas forcément une qualité, hein, de manière générale, je fais une parenthèse en fait. Hein, on va voir chez les différentes personnes que j'ai interviewées des éléments de management, mais il ne faut pas les prendre tous à la lettre. Hein. Bien sûr. C'était leur caractéristique. Et puis à charge à nous de dire est-ce que cette caractéristique, cette technique managériale, est-ce qu'elle est intéressante ou pas aujourd'hui, au XXe siècle, au XXIe siècle? Est-ce qu'elle correspond à ma personnalité, à mon expérience, à ma formation en fait, hein. Donc on analyse et on s'aperçoit que c'était un homme de réactivité. C'était sa technique managériale. En fait. Bien sûr. Voilà. Alors, sixième pilier, la congruence. La congruence, c'est le fait de mettre ses actes en harmonie avec ses idées, avec sa pensée, en fait. Hein. Donc, il a été très, très congruent, en fait. Hein. Il n'a jamais varié dans ses idées. Il avait un axe. Hein. Il avait une opinion très forte de lui, une opinion très forte de la France, en fait. Hein. Et il faisait tout pour pouvoir réaliser son rêve, en fait, hein, ou son projet d'entreprise. On pourrait dire comme ça aujourd'hui, en fait. Hein. La congruence de l'entreprise aussi, c'est quelque chose que l'on retrouve. Alors, septième pilier, celui-là, il est intéressant parce qu'on va faire une petite aparté tout à l'heure, mais la communication. Alors, en quoi il était un grand communicant? Il a compris que le savoir-faire, c'était bien, mais que le faire savoir, c'était aussi bien, si ce n'est mieux, en fait. Hein. Et depuis le début, en fait, hein, depuis la campagne d'Égypte, il a créé des systèmes d'information, des supports d'information, et il rédigeait lui-même pratiquement le contenu de la revue, en fait. Hein. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, en fait. Hein. Et puis, il faisait diffuser ça dans la France entière, hein, dans les mairies, on racontait les exploits de Napoléon en Égypte, en fait. Hein. Et il a fait par la suite tout ça pour toutes les batailles, en fait. Hein. Voilà. La peinture, il a utilisé des artistes pour pouvoir se mettre en situation, en fait. Hein. Notamment avec le fameux tableau où Napoléon franchit à dos de cheval le grand Saint-Bernard. Hein. Exact, il franchit les Alpes, comme ça, on le voit, on avait tous en tête ce beau tableau, en fait. Hein. C'est un faux, c'est une fake news, en fait, hein, parce qu'il a franchi le Saint-Bernard à dos d'une mule, et il a demandé donc à un peintre de le représenter de manière flamboyante, en fait. Hein. Donc, un expert de la communication. Et il a même créé sa légende. Il a dit, je vais rédiger ma légende, en fait. Hein. Et donc, Lascaz, à Sainte-Hélène, il a été son scribe, en fait. Hein. Donc, il a présenté sa vie, ses succès. Il y en a beaucoup quand même, hein, mais les années enjolivées, en fait. Hein. Donc, la communication, pour lui, c'était très important. Alors, je me disais que c'était peut-être la première affiche publicitaire de l'histoire, puisque ce tableau permettait d'envoyer un message aux populations. Tout à fait. En plus, il y avait des copies, en fait. Hein. Il a imaginé beaucoup de choses, en fait. Hein. Donc, la Légion d'honneur, puis pour la reconnaissance, en fait. Ah ben, merci Loïc. Il nous a mis le lien sur le tableau. Voilà. Okay. Voilà. Alors, juste, n'hésitez pas à réagir. Je voudrais avoir aussi votre avis sur ces 7 piliers. N'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires à faire. Là, c'est sur Napoléon. Donc, on va passer aux autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis et vos commentaires. Donc, des choses très intéressantes sur Napoléon en tant que manager, en fait. Hein. Je n'apprends pas forcément tout ce qu'a fait Napoléon, en fait. Hein. Mais ces caractéristiques-là sont intéressantes et on peut les utiliser pour soi dans son entreprise. Super. Alors, on va maintenant continuer donc notre tour des grands hommes et on va passer à un ouvrage que vous avez également coécrit il y a quelques années maintenant. Ça fait combien? Ça fait
3 ans, je crois. Oui, 2-3 ans. Donc, et cet ouvrage est donc le management selon Jésus. Voilà, alors c'est le même principe en fait. Hein. Donc j'ai interviewé Jésus lors de la scène. Il faut le faire quand même. Il fallait oser. Donc j'ai osé. J'ai interviewé Jésus lors de la scène. Et Hervé Ponceau s'est prêté au jeu et a incarné Jésus pour répondre. Alors, il faut savoir qu'Hervé Ponceau, c'est un gars super. Il est HEC, il est docteur en théologie, il a dirigé l'école biblique de Jérusalem, il a écrit un certain nombre d'ouvrages concernant la théologie, concernant Dieu, concernant Jésus, etc. C'était vraiment l'homme idéal à interviewer en fait. Et grâce à lui, donc, pareil, question-réponse en fait, et donc aux éditions du Cerf, donc une belle société d'édition, on a pu identifier 7 piliers importants de management. Alors tout de suite, on va passer au premier. Et le premier, bon, celui-là, c'est quelque part celui que l'on connaît tous, et j'aimerais bien faire le parallèle par rapport à l'entreprise, bien sûr, l'amour. Et voilà, c'est ça. Alors c'est vrai qu'on identifie Jésus à l'amour, c'est normal en fait. Hein. Ce qui est plus surprenant, et ça a été un petit peu ma découverte, et ma contribution à une paire de lunettes un peu différente sur le management, c'est que s'il est évident que dans l'entreprise, un manager doit aimer ses collaborateurs, on ne peut pas encourager des gens à travailler, à réussir, à progresser si on ne les aime pas. Un peu comme le marchand, il va aimer ses clients pour bien travailler. Là, c'est pareil. Le manager doit aimer ses collaborateurs. Mais jamais dans un bouquin de management, il y a marqué amour, 2 points, technique managériale. Et voici 2 pages, 3 pages, 4 pages là-dessus. En fait, hein. Voilà, c'est que en fait. Hein. Et moi, ça m'a amusé de l'identifier. Bon, bien sûr, l'amour, les Grecs déjà parlaient de philia, parlaient d'éros, parlaient d'agapé. En fait, hein. Moi, je parle à un amour qui permet d'être en symbiose avec ses collaborateurs, en fait, hein. De les aimer pour mieux les comprendre, pour mieux les écouter, pour mieux les faire progresser, en fait. Hein. C'est cet amour-là qui m'intéresse, en fait, hein. Dans l'entreprise d'aujourd'hui, en fait. Hein. Mais c'est un sujet que l'on évoque de plus en plus en réalité, puisque le bonheur, l'amour dans l'entreprise, ce sont des sujets que l'on évoque de plus en plus. Oui, c'est vrai, en fait. Hein. Mais on s'aperçoit qu'il y a 2000 ans, c'était le cas, en fait. Hein. C'était le cas. Hein. Et s'il avait conçu son projet d'entreprise, Jésus, à l'époque, s'il avait fédéré des hommes autour de lui, c'est grâce, justement, à l'irradier. Il irradie d'amour ses collaborateurs, il irradie d'amour le peuple, les autres, en fait. Hein. Intéressant. Alors, deuxième point très intéressant, le pardon. Alors, pourquoi le pardon? Pardon, pareil, en fait. Hein. Donc, dans aucun bouquin de management, on a technique managériale de quoi le pardon. Et pourtant, un collaborateur va commettre des erreurs. Un collaborateur ne va pas forcément toujours bien réussir ce qu'il devait faire, les tâches qu'on lui a confiées, en fait. Hein. Quelle attitude avoir en tant que manager? Pour moi, la bonne attitude, c'est comprendre. Comprendre pourquoi il y a eu dysfonctionnement. Pourquoi est-ce que le collaborateur avait les moyens pour bien réussir? Est-ce qu'il avait la formation pour réussir? Est-ce que l'équipe, l'ensemble, l'a aidé à réussir? Pour moi, il y a un dysfonctionnement. Et pour moi, l'erreur, c'est vraiment intéressant pour un manager. C'est-à-dire qu'il y a des choses à améliorer, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, alors, je fais bien le distinguo entre l'erreur, qui est humaine, hein, avec la faute. La faute, elle, souvent, c'est une erreur qui s'est répétée et est impardonnable, en fait. Hein. Voilà, le mot juste, ce sera impardonnable, en fait. Hein. Il faut qu'il soit sanctionné. Mais l'erreur, au contraire, utilisons les erreurs pour améliorer l'ensemble. Et ce que faisait Jésus, en fait. Hein. Donc, il s'appuyait sur les erreurs des autres, en fait, hein, pour pouvoir prêcher la parole. Parfait. Alors, le troisième, l'équité. Alors, l'équité, c'est important, en fait. Hein. On doit toujours. Ce que je vais dire va être plus subtil, en fait. Hein. Je pense qu'on ne peut pas traiter les gens de la même manière. C'est paradoxal, ce que je dis, en fait. Hein. Parce qu'il y a une contribution et une rétribution de chacun dans l'entreprise. Et les besoins sont différents, les contraintes sont différentes. Et un comportement équitable vis-à-vis des collaborateurs fait que, en fonction des gens, en fonction de leurs propres contraintes, en fonction des événements, on doit agir différemment, en fait. Hein. Donc, c'est ça être équitable, en fait. Hein. C'est pas être rigoriste et d'appliquer bêtement à la lettre une règle, un commandement ou autre, en fait. Hein.
ça apporte autre chose. L'équité, c'est quelque chose que l'on trouve de plus en plus. En tout cas, c'est un concept managérial de nos jours que l'on développe beaucoup dans l'entreprise. Et c'est étonnant de voir ce parallèle entre ce que Jésus voyait à travers l'équité et ce qu'un chef d'entreprise doit appliquer derrière. Tout à fait. L'égalité, elle est intéressante, mais elle n'est pas suffisante pour pouvoir bien gérer les hommes. En fait, hein. Alors, j'ai quelques commentaires techniques, je suis désolé. Visiblement, la connexion est un peu défaillante. Est-ce que quelqu'un peut me dire si de son côté le son et l'image fonctionnent bien? Peut-être Loïc, qui à mon avis a une bonne connexion. J'ai bien compris que l'image pourrait être pixelisée, mais ce n'est pas le cas pour tous. Alors Christophe, ouais, peut-être que si quelqu'un peut nous aider à s'assurer. Ok, rien à signaler. Donc, malheureusement, ça dépend des connexions de chacun. Donc, bon, on continue alors. Quatrième point, la bienveillance. Alors moi, j'aime bien ce terme parce qu'on en parle beaucoup de nos jours en matière de management, en matière d'animation d'équipe. Ça va l'équité, bien sûr, cette bienveillance. Comment est-ce que, voilà, comment on la retrouve au travers de Jésus et puis comment la traduire dans l'entreprise? Bon, c'est sûr que la bienveillance, ça caractérise bien Jésus en fait. Hein. Il est rayonnant, il est serein, il est calme, il encourage les autres, il donne une vision intéressante. Et dans l'entreprise, ça va être pareil en fait. Hein. Et moi, je mettrais le quatrième élément avec le cinquième élément en fait, hein, l'assertivité. L'assertivité, je vais l'inverser parce que l'assertivité, c'est le fait de dire que c'est bien quand c'est bien, et de dire que c'est mal quand c'est mal. C'est le parler vrai. En fait, hein. On a besoin, le collaborateur a besoin de savoir si ce qu'il fait satisfait bien le N+1, satisfait bien l'entreprise en fait. Hein. Et donc on va lui dire, on va l'encourager, quand c'est bien on va le dire, on va même le répéter. Mais quand c'est mal on va le dire aussi. Et c'est là où la bienveillance a toute son importance. Parce qu'il y a manière et manière de dire les choses. Bien sûr. Alors juste un commentaire, on a Erwan qui nous dit attention au favoritisme par rapport à l'équité. Hein. Ah ben oui, c'est justement ça. Voilà, il faut éviter les chouchous, en fait. Allez, on est bien d'accord, en fait. Alors, on n'est pas dans un monde de bisounours, l'entreprise n'est pas un monde de bisounours. Je crois que le manager a intérêt à rappeler en permanence les règles du jeu, à quoi sert l'entreprise, à quoi servent les objectifs. On va tout faire pour réaliser ensemble le projet de l'entreprise. Mais il faut que le contexte, ça dépasse le baby-foot en fait. Hein. C'est pas, baby-foot, c'est un gadget en fait. Hein. Je crois beaucoup plus à la reconnaissance des collaborateurs, au fait qu'on soit ensemble. Hein. C'est le mot ensemble qui est important en fait. Hein. Et j'allais presque dire dans la joie et la bonne humeur en fait. Hein. On parle de bienveillance, mais l'idée c'est ça en fait. Parfait. L'assertivité. Donc l'assertivité, j'en ai parlé en fait. Hein. C'est le fait de parler vrai en fait. Hein. De ne pas procrastiner, de ne pas dire ce qu'on ne pense pas en fait, hein, de ne pas dire ce qu'on pense. Alors j'ai Loïc qui nous dit attention, on aime les cathédrales. Alors on a un problème de son, mais ne vous inquiétez pas, je vais rapprocher un peu peut-être le PC avec le micro, peut-être que ça va nous aider on va se rapprocher un peu pour avoir, j'espère, un meilleur son, un peu moins de déco. Bon, maintenant, cathédrale avec Jésus, ça nous va très bien. Bien joué Loïc. Voilà. Moi, on illustre bien ce qui se passe, mais ça passe. Bon, d'accord. Ok, merci. Alors la congruence, sixième pilier. Alors la congruence, c'est le fait de mettre en harmonie ses actes avec ses pensées. En fait. C'est presque l'exemplarité ou l'exigence de Napoléon, en fait. Hein. C'est-à-dire que je fais ce que je dis ce que je fais, en fait. Hein. Il faut être congruent, parce que les collaborateurs, ils sont intransigeants là-dessus, en fait. Hein. Ils reprennent le manager à chaque fois qu'ils le peuvent, en fait. Hein. Donc la congruence va presque de pair avec l'exemplarité, en fait. Alors, dernier point, donc dernier pilier, la communication. On le retrouve chez Napoléon également. Alors, en quoi Jésus était un bon communicant? Bon, sans doute que... Alors, pour prendre des images, je dirais que Napoléon, lui, au travers de la peinture, des arbres, la Légion d'honneur, en fait, hein, il faisait véhiculer son image par l'intermédiaire des gens qu'il décorait. C'est sûr, en fait. Hein. Et il disait même, on mène les gens avec des hochets. C'est Napoléon. Enfin, voilà. Un peu gros comme image. Moi qui ai la Légion d'honneur, je peux m'en témoigner. Mais l'idée, c'est ça, en fait. Hein. Le pins de l'époque, la Légion d'honneur de l'époque, c'était un acte de communication, bien sûr. Et Jésus, alors? Et Jésus, il utilisait une technique intéressante de communication qu'on utilise tous les jours, sans lui rendre hommage.
c'est la parabole. Et la parabole, qu'est-ce que c'est? C'est une image simple que les gens comprennent, mettant en scène des gens de tous les jours sur des éléments très simples en fait. Il faut bien se faire comprendre, il faut bien faire passer son message, et il savait communiquer de manière très simple. Pour moi, c'est le meilleur des exemples de la communication, la parabole, que l'on fait avec des images, voilà. Alors nous avons quelques spécialistes de Napoléon, puisqu'Arnaud nous parle du bulletin de la Grande Armée. Oui, c'est ça. Qui était une petite propagande. C'est tout à fait ça en fait. Donc, aussi bien en Égypte que par la suite en fait. Bien sûr, bien sûr. Il rédigeait lui-même en grande partie en fait. Parfait. Voilà pour Jésus. Et puis maintenant, nous allons parler du dernier ouvrage que nous avons édité et publié en janvier 2024, Le management selon les philosophes, qui a été coécrit par Florian et par Pierre Vido. Bien sûr. Et là, cet ouvrage va introduire cette notion que nous avons évoquée en début de présentation, c'est la notion du manager for profit. On va en parler. Voilà. Alors pourquoi cet ouvrage, Florian? Alors cet ouvrage, avec Pierre, qu'est-ce qu'on a fait? On a interviewé 42 philosophes, d'Aristote à Foucault, Michel Foucault en fait. Donc des petites interviews, mais on a pu faire exprimer ces philosophes en essayant de leur extraire des éléments intéressants. Oui. Ce ne sont pas du tout des philosophes, ce ne sont pas du tout des managers, ce ne sont pas du tout des leaders en fait. Mais dans leurs idées, il y a des choses intéressantes à prendre et à utiliser. Je reboucle par rapport à ce que je disais tout à l'heure en fait. Donc on ne va pas prendre le package complet. Mais il y a des techniques qui sont utilisées consciemment ou inconsciemment par ces philosophes que l'on peut utiliser. Et pareil, avec Pierre Vido, on a identifié 7 piliers intéressants de management. Alors on a Gilbert qui nous fait une petite remarque et qui nous dit que finalement Napoléon et Jésus avaient le mythe du héros comme Jason et Argonaute. Oui, c'est bien dit, c'est bien dit. Bon, on va s'apercevoir que beaucoup d'hommes, entre guillemets, célèbres, ont puisé leurs idées, ont puisé leurs actes futurs au travers de modèles, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'adore jongler, faire des rapprochements. Voilà, c'est intéressant de voir comment, dans un contexte différent, il y a des fondamentaux que l'on retrouve. Là, c'est intéressant, en fait. Pour la petite histoire, je suis en train de faire un livre sur le management selon les animaux. Voilà. Donc, ça montre bien qu'à travers l'observation, on peut faire des rapprochements entre un manager lion, un manager renard, un manager rhinocéros. Bon, c'est sûr que le comportement est intéressant et très différent. Alors, n'hésitez pas encore une fois à rebondir. On va parler tout de suite du premier pilier, que l'on va retrouver au travers de ces philosophes que vous avez étudiés. Donc, le premier étant la sagesse, pour mieux vivre. Oui. Alors, ça semble évident. Ça semble évident chez les philosophes, en fait. Philosophe, philosophia. Sophia, c'est bien la sagesse, en fait. Alors, le manager, comment peut-il être sage, entre guillemets, en fait? Il va être sage parce qu'il va devoir gérer les ambitions de ses collaborateurs. Il va faire preuve de discernement, il va faire taire ses préjugés, ses a priori. Il doit éviter d'avoir des chouchous. Tout à l'heure, quelqu'un disait attention aux chouchous, bien sûr. Et je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre les intérêts du N-1, les intérêts du manager et puis les intérêts de l'entreprise, en fait. Et là, c'est la sagesse qui permet parce qu'on en a vécu, on a vu les succès, on a connu les échecs, et c'est la sagesse qui nous permet de prendre du recul, en fait. Moi, je ne suis pas pour les prises de décision à l'emporte-pièce. Voilà. Il faut prendre du recul, il faut réfléchir, on va le voir après, mais c'est un petit peu ça, en fait. Et je crois que, deuxièmement, le manager doit être garant de l'éthique de ses collaborateurs, en fait. Il doit être vigilant et exemplaire, il doit répéter sans cesse ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, en fait. C'est vraiment le sage répète. Voilà, le sage répète. Parfait. Alors, la peine d'envoyer un mail au monde entier, un mail à quelqu'un avec copie au monde entier, je crois qu'il faut répéter les choses de manière bienveillante, de manière courtoise. Voilà.
Alors, j'ai Christophe Chéron, qui est notre consultant également, qui disait, il pose la question, est-ce que vous avez travaillé sur Google? C'est une très bonne question, Christophe. J'y songe parce que c'est intéressant. Hein. Moi, j'aime bien apprendre des secteurs d'activité différents. En fait, hein. Alors, c'est vrai que la politique et le passé militaire, ça peut être intéressant. Oui, Napoléon aussi avait le passé militaire. Mais j'y songe, Christophe. On va faire ça quelque chose. Très bien. Alors, tu aurais pu me poser la question, mais pourquoi il n'y a pas de femmes dans ces livres? Ah, là, ça aurait été intéressant comme question. En fait, hein. Bon, ça donnera lieu à un autre webinaire, en fait. Exactement. Un peu plus inclusif, on va dire. Allez. Alors, deuxième pilier, la liberté malgré les contraintes. Alors, la liberté, alors j'avais un petit aphorisme à citer par rapport à la sagesse, en fait. Hein. Je l'ai là ici, voilà. Voilà, Épictète. Épictète qui disait, enfin qui aurait pu dire, parce qu'on a fait dire à ces 42 philosophes des aphorismes qu'on a créés, Pierre Bidot et moi, en fait. Hein. Et donc, j'ai fait dire à Épictète, quelque chose qu'il pensait, hein, de toute façon, ce qui dépend de toi, forcément, tu le réaliseras. Voilà, la sagesse que l'on peut faire émerger de chez Épictète, en fait. Hein. Alors, en ce qui concerne la liberté malgré les contraintes, bon, le manager, il doit respecter le code du travail, il doit respecter le règlement intérieur, il doit respecter les règles du jeu qui ont été créées dans l'entreprise et qui dépendent du projet d'entreprise, et puis la culture et des valeurs de l'entreprise, en fait. Hein. Bien sûr, mais il faut qu'il agisse. Hein. Respecter les contraintes ne veut pas dire bannir toutes les transgressions. Oui. Parce que si on bannit toutes les transgressions, ça veut dire qu'on va couper les ailes aux collaborateurs, en fait. Je crois que pour moi, la liberté, ça veut dire initiative, ça veut dire innovation, créativité, oser, en fait. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Donc, la liberté, c'est pouvoir se mouvoir, c'est pouvoir décider au-delà des contraintes, en fait. Hein. Et là, j'ai Platon qui disait quelque chose de paradoxal et que j'adore, en fait. Que j'adore, je l'ai créé avec Pierre, en fait. Hein. En faisant ce qui ne te plaît pas, libre tu seras. Voilà. C'est quand même incroyable, en fait. Hein. En faisant ce qui ne te plaît pas, libre tu seras. Voilà. Et c'est ça la liberté, en fait. Hein. C'est d'agir malgré les contraintes. Très bien. Alors, passons au troisième pilier que vous avez choisi avec Pierre, et que c'était la communication pour comprendre et se faire comprendre. Et oui, parce que finalement, les philosophes, comme Napoléon et comme Jésus, étaient également des communicants à leur manière, en fait. Hein. Le manager, aujourd'hui, c'est un super communicant. Consciemment ou inconsciemment, c'est un super communicant. Mais j'aime pas le mot communicant poudre aux yeux. Ouais. Là, aujourd'hui, quand on regarde la télé, on nous dit que tel homme politique, il a fait ça pour des raisons de communication. Oui, c'est présenté comme la poudre aux yeux. Mais c'est pas ça, la communication. La communication, c'est avoir une relation avec l'autre. Oui. Et cette relation avec l'autre, elle peut être tactile, elle peut être avec des mots, comme on dit, visuel, verbal, non verbal. Il y a le tutoiement, il y a la bise que certains font tous les matins en arrivant au bureau. Il n'y a pas de règle, en fait. Hein. Mais il y a des actes qui nous concernent, que l'on adopte, par rapport, encore une fois, à sa formation, son expérience, son vécu, en fait. Hein. Je crois que chaque manager doit réfléchir. Il ne faut pas que ça entraîne de la non-spontanéité. Hein. Il faut que la spontanéité existe toujours. Mais rien n'est neutre. Dans la relation à l'autre, rien n'est neutre. Et moi, ce que je dis, il faut que le manager réfléchisse en permanence sur sa manière d'être en relation avec l'autre, en fait. Alors, j'ai une question que je vais poser à Pierre. Pierre, vous avez demandé la position par rapport au télétravail. Est-ce que vous voulez bien préciser la question? Je ne comprends pas bien ça bouleverse le management, de toute façon. Ça c'est évident. Voilà. Et c'est sûr que dans la communication, on n'a pas le toucher, hein, c'est sûr, en fait. Hein. D'accord. C'est sûr que, voilà, hein, même pour les médecins, le toucher rectal, en télétravail, c'est pas évident, si j'ose dire, en fait. En vidéo, ouais. En vidéo, c'est compliqué, en fait. Hein. Bon, mais il y a de nouvelles règles du jeu à trouver dans le télétravail. Mais on va retrouver la même exigence, on va retrouver
la même bienveillance, on va Peut-être encore retrouver- plus la communication. Voilà, ça sera encore plus fort en fait. Hein. Mais on peut retrouver des techniques managériales que l'on a évoquées dans la relation téléphonique en fait, hein, ou par visio en fait. Hein. Donc on retrouve ça. Alors, quatrième pilier, la recherche du bonheur pour trouver l'épanouissement. En quoi ce pilier, on va le retrouver déjà dans les philosophes que vous avez étudiés avec Pierre Vidon et comment le transposer en management d'entreprise. Alors j'avais juste un aphorisme à citer par rapport à la communication. Socrate, je vais dire, mais c'est évident. La maïeutique comme outil de facilitation avec tes collaborateurs, tu utiliseras. Voilà. Donc c'est vraiment un outil de communication en fait, hein, la maïeutique en fait. Hein. Et là, il était quand même très, très, très fort en fait. Alors 4, effectivement, la recherche du bonheur comme pour trouver l'épanouissement. Alors c'est vrai qu'on parle de QVT, hein, de qualité de vie au travail, on parle de QCVT, hein, de qualité de vie, de QVCT, pardon, qualité de vie et de conditions de travail, en fait. Hein, de la même manière que dans le management, selon Jésus, je parle de l'amour et du pardon. C'est pareil chez les philosophes, en fait. Hein. Il faut se préoccuper du bien-être de ses collaborateurs. Je crois qu'il faut éviter le stress, éviter l'éventuel burn-out, en fait. Hein. Le baby-foot, comme je disais, le baby-foot, c'est bien, mais c'est insuffisant, en fait. Hein. Je crois qu'il faut reconnaître ses collaborateurs. C'est beaucoup mieux, en fait. Hein. Moi, j'ai été conseiller prud'homal pendant un mandat, il y a quelques années, et je m'apercevais qu'en définitive, ceux qui se retrouvaient au prud'homme, ce n'était pas pour des problèmes d'argent, ce n'est pas que pour des problèmes d'argent, mais c'était souvent pour des problèmes de reconnaissance. Ouais. Ils ne le disaient pas comme ça, mais les gens ne voulaient pas être considérés comme des pions, en fait. Hein. Et c'est sûr que quand on considère les collaborateurs comme des pions, ben, ils sont malheureux au travail. Ils sont malheureux au travail, et ça va vers des conflits futurs, en fait. Hein. Donc, la reconnaissance, au-delà du simple respect hein, que l'on doit vis-à-vis des autres, pour moi, c'est un outil managérial fabuleux, en fait. Hein. Alors, juste, vous l'avez tout vu, Loïc nous a rappelé que par rapport à ce management à distance, hein, avec le télétravail, oui. Le 2 juillet, nous allons faire une formation dédiée justement au management à distance, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Merci Loïc pour avoir ajouté le lien sur le chat. On va passer maintenant. Alors, comment faites-vous le lien avec l'obligation de résultat et l'atteinte de l'objectif? Ah, et oui, là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. C'est un petit peu l'équilibre à respecter dont je parlais tout à l'heure, en fait. Hein. C'est défendre ses intérêts en tant que manager, défendre les intérêts de ses collaborateurs et défendre les intérêts de l'entreprise, en fait. Hein. Donc, j'ai l'impression que c'est la sagesse hein, qui doit dépasser les contraintes des objectifs. Faire adhérer aussi, hein. Faire adhérer l'équipe à ce projet, à cet objectif, à mon avis, est un point important. Donc, pour atteindre les objectifs, il faut que les équipes y adhèrent. Et pour cela, il faut être un bon communicant, il faut être un leader capable de bien définir les objectifs, de les faire accepter par les équipes. Et donc, finalement, pourquoi pas aussi rejoindre ce point numéro 4, hein, la recherche du bonheur, mais c'est aussi atteindre les objectifs ensemble, en fait. Et Thomas Lacan disait, l'amour comme moteur de toute action, tu privilégieras. Tu privilégieras. Ouais, Saint-Augustin en rajoutait, le bonheur comme résultat de ton action, tu obtiendras. Ouais. Alors c'est très juste ce que nous dit Gilbert, en fait, parce qu'il explique que les 7 piliers, ben, c'est comme la musique, en fait. Hein, ouais. Et donc, en fait, l'idée, c'est de... Voilà, ces piliers sont un piano, et la musique que le manager compose ne devrait-il pas s'adapter au profit de son salarié, bien sûr. Gilbert, tu es un poète, en fait. Hein. Mais c'est tout à fait ça, en fait. Hein. Pour écrire le management, c'est un musicien. Oui. Voilà. Dans le chef d'orchestre, c'était pas mal, en fait. Hein, bien sûr, il y a des articles, j'ai rédigé des articles là-dessus, en fait. Hein. Ouais. Mais c'est intéressant. Chef d'orchestre, oui. C'est vrai qu'il y a une compartition à jouer. Si l'objectif est le même dans toutes les entreprises, la manière dont on va y parvenir dépend beaucoup de la technique managériale utilisée par le N+1, en fait. Hein. Et très souvent, c'est surtout vrai dans les PME, il y a quand même le dirigeant hein, qui va impulser quelque chose, en fait, hein, qui va même impulser beaucoup de choses, en fait. Hein. Et c'est lui qui va être le premier représentant de l'entreprise.
c'est lui qui va impulser, hein, qui va donner le là, en fait. Hein. Surtout, on va se caler là-dessus, en fait. Hein. L'exemplarité, le respect, les valeurs, il va les incarner, en fait. Hein. Alors, passons maintenant au cinquième pilier, donc, que l'on va retrouver au sein de l'ensemble des philosophes, la réflexion comme moteur de l'action. Alors, on fantasme, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, en fait, hein, on fantasme sur le manager qui décide tout et très rapidement, hein, un peu comme Napoléon. Hein. Moi, je dis, je suis contre la procrastination, c'est évident, en fait, hein, mais je suis contre la décision à l'emporte-pièce, en fait. Hein. Je crois beaucoup à la réflexion, à la comparaison, je crois beaucoup au dialogue avec ses collaborateurs, parce que la décision, on dit toujours que c'est le chef, hein, le N+1, le manager qui décide, mais il va décider comment? Au feeling, non. Non, mais il va quand même céder des autres, en fait. Hein. Donc la décision qu'on impute à quelqu'un, ben, elle va dépendre aux réactions, au dialogue, aux améliorations, aux suggestions, aux critiques des autres, en fait. Hein. Et le bon manager, c'est celui qui, justement, sait profiter des réactions des autres, qui suscite les réactions des autres avant de prendre la décision. Et à la limite, grâce à ça, la décision sera peut-être la plus consensuelle possible, en fait. Hein. Bien sûr. Passons maintenant donc au sixième pilier, c'est-à-dire aider les autres pour donner du sens à sa propre vie. Ah, c'est hyper important. Et en management aussi. Eh oui. Hein, je crois que l'objectif de l'entreprise, c'est pas que faire du profit. Je crois que l'objectif du manager, c'est pas que faire travailler les autres, en fait. Hein. Je crois que l'entreprise propose des biens et des services qui correspondent à des besoins et des motivations, hein, bien évidemment, en fait. Hein. Mais donc, le manager, lui, ben, il doit aider ses collaborateurs à grandir. Oui. On reboucle avec le management benefit, en fait. Hein. Mais alors, c'est en aidant les autres, les collaborateurs à grandir, qu'il se grandit lui-même. Et l'entreprise grandit grâce à ce sens qui est donné à l'action de l'entreprise. Je crois que le manager doit aider ses collaborateurs à trouver du sens dans leur propre vie. Et en faisant ça, le manager trouve lui-même du sens à sa propre vie. C'est vrai que cette notion d'aide, on va la retrouver à tous les stades de l'animation d'équipe, du management. Aider les autres aussi, c'est aider l'environnement de l'entreprise, hein, ses fournisseurs, ses clients. Et c'est vrai que cette notion d'aide élargit beaucoup plus la mission du manager. On a Pierre qui nous dit de nouveau aussi, le manager fort au fit a aussi le devoir d'influencer l'équipe en fonction des stratégies. Seule la réflexion n'est parfois suffisante. Oui, d'accord, c'est évident. D'accord, bien sûr, en fait. Hein. Mais il faut que l'acte ait été précédé par une belle réflexion, en fait. Hein. Alors, Aristote disait, pour illustrer ce pilier, accompagner la performance de tes collaborateurs, tu t'évertueras. Aristote. Voilà. Donc, déjà, c'est en termes de management, on pourrait affiner. Ah oui, bien sûr, en fait. Hein. Évidemment. Du bien-être de tes collaborateurs, tu te préoccuperas. Épicure. Épicure. Du bien-être de tes collaborateurs, tu te préoccuperas. Tes collaborateurs à être ce qu'ils sont, tu aideras. Nietzsche. Tes collaborateurs à se révéler, tu contribueras. Spinoza. La formation, les gains de compétences. En permanence, le mieux de tes collaborateurs, tu exigeras. Schopenhauer, je lis ça excellent livre, en fait. Hein. Faire exister tes collaborateurs, tu permettras. Jean-Paul Sartre. Voilà, donc il y a vraiment une mine d'informations, de suggestions, de modèles à prendre chez ces philosophes, en fait. Hein. Super. Alors, dernier point, et c'est clair que là, on va retrouver ce qu'on attend d'un bon manager, c'est s'organiser pour mieux vivre. Les philosophes avaient un bon sens de l'organisation, visiblement, c'est ça? Et oui, mine de rien, en fait. Hein. Je crois que le manager, c'est un organisateur. Hein. C'est ce qui fait la grosse différence avec un leader, en fait. Hein. Et je crois qu'il doit s'organiser et il doit participer à l'organisation de ses collaborateurs. Ça, c'est important. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas deux vies. La vie personnelle et la vie professionnelle, il n'y a qu'une seule vie. Et dans cette seule vie, ben, on doit tout faire, en fait. Hein. On doit s'organiser professionnellement et personnellement, en fait. Hein. La vie culturelle, la vie sportive, la vie amicale, la vie associative, elle rentre dans celle-ci, en fait. Hein. Et donc, en permanence, il y a une imbrication au travail, entre guillemets, dans l'entreprise, on pense à des problèmes perso,
Et puis quand on est chez soi, on pense à des choses professionnelles en fait. Donc il n'y a qu'une seule vie. Et l'organisation a d'autant plus d'importance. Et pour répondre à Pierre Massotte sur le télétravail, ça demande encore plus de rigueur si on veut bien le faire. Si on veut bien le faire, parce que effectivement, les tirs au flanc vont peut-être bénéficier de ce qui se passe grâce au télétravail en fait. Mais le manager rigoureux et le salarié rigoureux, grâce au télétravail, il va devoir s'organiser. Si jamais son temps, tant mieux. Bien sûr. Et d'ailleurs, l'organisation, c'est une organisation qui vous permet justement de respecter ce qu'on a à faire à chaque moment de sa vie. Une entreprise qui fait faire du télétravail à ses collaborateurs, c'est qu'il y a des horaires à respecter, à ne pas dépasser. Et le collaborateur qui travaille chez lui en télétravail, c'est qu'il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est en télétravail. C'est-à-dire que quand on est en télétravail, on travaille. On ne va pas à la télé. Voilà. Alors pour singer, pour s'inspirer de Simone de Beauvoir, moi je dirais qu'on ne naît pas manager, on le devient. Voilà. Ça, je crois que c'est, même si on est formé en management, il faut une pratique, il faut une expérience. Alors, on a Christophe Chéron qui nous dit, c'est un peu, ça va à l'encontre de tout ce qu'on dit, de l'exemple de Elon Musk qui visiblement réussit tout ce qu'il fait, sans forcément s'appuyer sur les piliers que nous avons ici. Je ne sais pas s'il n'a pas retenu certains piliers. C'était bon communicant en tout cas. Alors, c'est sûr qu'il a utilisé sûrement des piliers qu'on a évoqués, mais moi je suis très circonspect sur la réussite des grands leaders. Oui. Cette réussite, elle est due à quoi? À leur capacité personnelle? Peut-être. Je vois venir là. Sûrement, je dirais, mais pas que. Mais pas que. Pour moi, le plus important, c'est paradoxal ce que je vais dire, c'est le marché. C'est le marché qui permet à tel individu d'émerger, en fait. Les conditions. Les conditions, en fait. Le patron d'Amazon, est-ce qu'il est super génial? C'est le marché qui a fait que, voilà. Est-ce que Bill Gates, c'est un super manager? Je ne sais pas si Bill Gates est un super manager, mais il a trouvé le bon produit, le bon service au bon moment, en fait. Il est en totale adéquation avec son marché. Donc, peut-être que Elon Musk, même qu'on peut dire que Elon Musk, et c'est certainement vrai, a su s'appuyer sur des collaborateurs compétents aussi. Aussi, dans ce sens, c'était le manager de fit. Tout à fait. Un manager fort au fit, parce qu'il soutient. Voilà. Tout à fait. Donc, on ne parle jamais du marché. Voilà, c'est ce qu'on on disait. ne parle jamais de l'importance du marché, en fait. Et moi, c'est important, en fait. Parfait. Allez, on continue. Alors, Xavier qui nous demande, la question est la formation première des managers est-elle aussi importante que cela et comment ne pas finir à tête coupée? Alors, je crois que les deux ne sont pas impossibles. Il n'y a pas qu'une seule formation. Il n'y a pas que les écoles de management qui permettent de réussir dans l'entreprise, en fait. Je crois que toute formation est intéressante, notamment les formations supérieures, bien sûr. Pourquoi? Parce que dans une formation dite supérieure, on a appris à apprendre. Et avoir appris à apprendre, pour moi, c'est fondamental. Une fois qu'on a appris à apprendre, on peut tout découvrir de nouveau dans l'entreprise. C'est pour ça que certains se font du souci sur les métiers du futur, qu'on ne connaît pas encore. Peu importe les métiers. Il y a 10 ans, on ne communiquait pas en visio. Voilà, mais il y en a qui sont plus dégourdis que d'autres, en fait, et qui savent s'adapter parce qu'ils ont appris à apprendre. Et en ayant appris à apprendre, on peut tout faire. On n'a plus de limite, en fait. Donc, voilà. Je vais peut-être rajouter juste le cas du dirigeant parce qu'on connaît bien l'association Son du robot qui montre bien que l'état d'esprit dans certains pays par rapport à l'échec n'est pas le même. L'échec, c'est un apprentissage, en fait. Et très souvent, pour le dirigeant, aux USA, tant que vous n'avez pas planté une boîte, vous n'avez pas fait le tour de la question, en fait. En France, c'est un peu moins bien vu, donc mais il faut retenir que c'est une expérience. Même un échec peut devenir une expérience. Donc, ce n'est pas forcément fini à tête coupée, c'est comment je me relève, comment je rebondis. Voilà. Pour le banquier américain, être en face d'un chef d'entreprise qui n'a pas déposé son bilan, il est suspect, ce futur client, en fait. Voilà. Il est suspect parce que c'est pas normal, en fait. Exactement.
Comme moi, je trouve suspect que quelqu'un ait 12 points sur son permis de conduire, en fait. Hein. Ça me semble tellement aberrant. Je ne ferai pas confiance à quelqu'un qui a ses 12 points. Ça, c'est le concept Florian. Alors, selon sa Florian. Hein. On va parler rapidement parce qu'on avance de Jaurès, parce que ça, c'est le projet. Là, voilà. Coup, on n'a pas encore d'ouvrage à vous présenter, mais ce sera fait à la fin de l'année. Et donc, alors, ce projet, vous le projetez avec qui alors, je vais pratiquement terminer avec donc, Thomas Valero, hein, que je citais tout à l'heure, en fait, hein, qui est historien, qui est docteur en histoire, qui a fait sa thèse sur Jaurès, qui travaille au cabinet de Michael Delafosse, donc chez le maire de Montpellier, un garçon de 33 ans, un jeune, a fort potentiel, en fait, hein, c'est intéressant. Donc, je l'ai interviewé. Et grâce à cette interview, on a pu déterminer 7 piliers qu'on va balayer très rapidement parce qu'il va aller très vite en fait. Hein. Donc, premier pilier, donc, c'est se sentir investi d'une mission. Et pour Jaurès, c'est vraiment ça en fait. Hein. C'était pas qu'un simple homme politique, c'était pas qu'un simple enseignant. Il se sentait investi d'une mission, mais la mission pour les autres en fait, hein, pour la classe qu'il voulait représenter, pour son pays en fait. Hein. Et je crois que c'est intéressant de le mettre en perspective avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise. Le manager, c'est pas qu'un simple pion, c'est pas qu'un simple exécutant, oui. C'est pas, il ne doit pas faire que du cash en fait. Hein. C'est pas ça ce qu'on attend d'un manager. Et je crois que le bon manager aujourd'hui, qui est bien dans sa peau, c'est celui qui a une mission. Voilà. Et qui va savoir la transmettre aussi à ses collaborateurs en fait. Hein. Ça dépasse presque le projet d'entreprise en fait. Hein. C'est ce qui se passe, ce qui se cache derrière le projet d'entreprise. Quelle est ma mission en fait, hein. J'ai un rôle à jouer. Je suis plus qu'un colibri en fait. Hein. Bien sûr. Alors deuxième point rapidement, la solidarité. Ça va de soi. Jaurès était quand même. Ah oui, c'est sûr qu'il défendait les intérêts des autres. Il était très solidaire en fait, hein, en permanence. Il ne pensait pas qu'à lui en fait. Hein. Il pensait aux autres en fait. Hein. Et l'entreprise, la solidarité se traduit par la solidarité que l'on inculque à ses collaborateurs, que l'on a envers eux, mais aussi que l'on crée entre eux. Bien sûr. Équipe est solidaire. Bien sûr, on doit s'aider les uns les autres en fait. Hein. La pédagogie. Alors, Jaurès était enseignant en fait, hein, donc il a enseigné de très nombreuses années, il a fait l'école normale. Bon, c'était un garçon brillantissime, hein, bien sûr en fait. Hein. Et je crois qu'il savait, quand il faisait des discours, il était très pédagogue en fait. Hein. Il savait bien expliquer les choses avec du concret, avec des images. Il faisait bien passer ses messages. Il argumentait de manière très, très concrète. C'était chiffré, c'était historisé en fait. Hein. Il mettait toujours une perspective historique dans tous ses discours. Jaurès c'était remarquable pour ça en fait. Hein. Au niveau de la forme, puis au niveau du fond en fait. Hein. Donc, il savait capter l'attention en fait. Hein. Il n'avait pas besoin de micro pour que ça porte en fait. Hein. Donc c'était remarquable. Et je trouve que dans l'entreprise c'est pareil en fait. Hein. On a besoin de managers pédagogues qui sachent expliquer hein, ce qu'il faut faire et pourquoi il faut le faire. Bien sûr. Et c'est ça la pédagogie en fait. C'est non seulement ce qu'il faut faire, pourquoi on doit le faire. Alors ça rejoint peut-être la notion de formation de l'entreprise aussi, hein, parce que la pédagogie est également aussi un sujet important. Quand on a des bons formateurs, ça se passe bien. Quand les formateurs sont moins clairs, le message ne passe pas. Quatrième point, la fidélité. Oui. Alors ça, dans le marché du travail aussi. Hein. Alors Jaurès, fidèle à ses idées, c'est évident, fidèle à sa classe, c'est évident, fidèle à sa femme, à sa famille, à ses amis. Pour lui, il illustre bien la fidélité en fait. Hein. Et dans l'entreprise, c'est pareil en fait. Hein. Je crois qu'on a besoin de managers qui soient fidèles par rapport à l'entreprise, bien sûr, qui ne viennent pas que pour prendre une expérience et grappiller quelque chose et partir en fait. Hein. Donc la fidélité, elle se juge et elle se jauge sur la durée en fait. Hein. Donc voilà. Voilà pourquoi quand on fait des entretiens de recrutement aussi, on regarde cet aspect-là. Est-ce que les candidats, au-delà des compétences techniques, ils ont des valeurs comme celle-ci qui pour moi sont très importantes. Bien sûr. Le courage opiniâtre. Alors ça, c'est un point important. Alors, le courage opiniâtre, parce que Jaurès, il a dû se battre. Il a dû se battre contre tout le monde, en fait. Hein. Il n'a pas eu peur d'aller au combat, en fait. Hein. Il a même, on ne le sait pas tellement, en fait, hein, mais il a fait 2 duels. Ah. 2 duels. Hein, donc, contre Berthoud, oui. avec 2 coups de feu tirés, hein, le 25 décembre 1894. Il a même fait un duel contre Paul Déroulède, en Daille, le 6 décembre 1904. 2 coups de feu aussi. C'est quand même incroyable, en fait. Hein, donc, et il a peur. Il a peur.
Hein. Voilà, le courage opiniâtre, en fait, hein, malgré contre vents et marées, en fait. Hein. L'entrepreneuriat, c'est ça. Il s'est battu contre la guerre en 1914, en fait. Hein. Il ne voulait pas la guerre, en fait. Hein. Il voulait la paix, mais Ils n'avaient pas des armes sur cette réserve. Mais ses adversaires étaient contre ça, en fait. Hein. Et dans l'entreprise, on a besoin de managers courageux, sachant prendre des décisions. Deux derniers points, l'empathie et l'exigence. Donc l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres, en fait, hein, pour bien les comprendre. Pas forcément pour les approuver, mais pour mieux les comprendre. Et en comprenant bien les autres, ben, on peut mieux faire passer son message. Hein, c'est presque à la base même de la communication, en fait, l'empathie. Alors c'était vrai pour Jaurès, qui se mettait à la place des travailleurs qui souffraient, qui étaient dans des conditions détestables à l'époque, en fait, hein, et qui a tout fait pour améliorer leurs conditions ouvrières, en fait, hein, salariales, nombre d'heures, conditions de travail, et il a fait des choses hyper intéressantes là-dessus. Et dans l'entreprise, c'est pareil, en fait, hein, donc le bon manager, c'est celui qui sait se mettre à la place de ses collaborateurs pour mieux. C'est peut-être paradoxal, cynique, ce que je vais dire, mais pour eux qui travaillent, pour qu'ils travaillent mieux encore, pour qu'ils soient encore plus productifs. Mais tout le monde est gagnant, c'est gagnant-gagnant en fait. Hein. C'est le grand sujet que l'on trouve aujourd'hui également, que les salariés demandent aussi, hein, parce que avoir un manager qui fait preuve d'empathie, c'est se sentir compris, se sentir, et du coup adhérer aussi aux objectifs qui sont fixés par celui-ci. Et le dernier point, l'exigence, bien sûr. Et comme Napoléon en fait, hein, il est très exigeant, lui aussi est amoureux de travail, il n'arrêtait pas en fait. Hein. Même s'il aimait bien manger, hein, contrairement à Napoléon. Il pas gourmet, voilà. Il mangeait beaucoup, hein, presque autant gourmand que gourmet en fait. Hein. Ouais. Mais bon, il aimait bien manger. Et dans l'entreprise, c'est pareil, l'exigence, c'est fondamental en fait. Hein. Il faut se fixer de beaux objectifs et tout faire pour les réaliser. Bon, avant de conclure, je vais vous poser une question à tous, et d'abord peut-être à Florian. Hein. D'après vous, est-ce que vous reconnaissez en particulier sur un de ces piliers, en tout cas, soit un des piliers, soit un des grands hommes que l'on a pu présenter aujourd'hui? Et je vous pose la question à vous tous aussi, également. Moi, je n'ai pas de modèle. Je n'ai pas de modèle, je n'ai pas d'idole, en fait. Hein. Et je me dis, ce n'est pas le but, en fait, hein, de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est d'identifier des techniques managériales et de voir si elles correspondent à notre période, à notre contexte et à notre propre personnalité. Moi, je pense que toutes les techniques managériales sont intéressantes. Il faut qu'elles soient juste en harmonie avec nous, en fait. Hein. Alors, j'ai quelques piliers, ils sont presque tous intéressants. En fait, c'est ça. À part la réactivité avec laquelle j'ai plus de réserve, en fait, hein, mais la totalité des piliers sont intéressants, en fait. Hein. Et je veux dire, c'est par rapport au curseur que l'on va. L'exigence, ben, c'est par rapport entre exigence et bienveillance. Où est-ce que je mets le curseur, en fait. Hein. Et en fonction des situations, en fonction des individus, je vais placer le curseur différent. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand même, tous ces hommes qui sont très différents, et tous ces philosophes également, ben, on retrouve quand même un tronc commun, la communication, la bienveillance, des éléments les fondamentaux. Les fondamentaux, le contrôle aussi. Hein. François Boyer nous disait qu'en fait, finalement, c'est pareil dans l'associatif, c'est pareil, bien sûr. Ces piliers s'appliquent à l'entreprise, non seulement industrielle et commerciale, d'ailleurs, elles s'appliquent aussi à des nouveaux concepts, hein, la RSE notamment, et le monde associatif, c'est la même chose. Et François a raison, bien sûr, hein, dans toute organisation. Dans toute l'organisation, on doit avoir un manager qui doit savoir bien s'entourer, qui doit créer les règles du jeu. Et ces règles du jeu seront d'autant mieux observées qu'elles sont consensuelles, qu'elles sont issues d'un dialogue avec les équipes et pas imposées en fait. Hein. Donc ces règles de base, on les retrouve dans toute l'organisation, qu'elles soient associations caritatives, sportives, culturelles, philosophiques ou autres en fait. Hein. Parfait. Écoutez, alors plusieurs informations. Tout d'abord, je vous propose à la maison, vous allez recevoir donc, les slides, donc vous pourrez bien sûr retravailler dessus, vous poser des questions sur quel est votre style de manager lorsque vous recrutez, lorsque vous formez, lorsque vous faites évoluer les collaborateurs ou animer vos équipes. Je passe rapidement là-dessus. Je vais également vous proposer de se retrouver donc, le jeudi 20 juin, donc ça sera Loïc Bullière, mon associé, qui va nous faire un webinaire sur le manager votre temps avec le chronos, enfin, manager votre temps avec le chronos, le kairos et le rayon. Vous allez voir, c'est un grand sujet. Je vous propose également aussi, bien entendu,
de se retrouver d'une part sur LinkedIn et continuer les échanges, et également accéder à tous nos ouvrages. Vous avez vu le lien que Loïc vous a ajouté sur le chat, et puis sur florianmention.com/livre, vous allez pouvoir commander, si vous souhaitez, tous nos ouvrages. Ils sont tous en vente sur notre site. Alors, on va conclure rapidement. Florian, moi j'ai une invitation à faire. Allez. Vendredi, donc demain et dimanche, je serai présent au salon du livre, à la Comédie du livre, qui a lieu au Pérou, hein, cette année encore en fait. Hein. Donc je présenterai mes différents bouquins. J'ai une dizaine de bouquins à présenter sur les 33 que j'ai rédigés. Donc si vous voulez avoir une dédicace et échanger, vous êtes les bienvenus, soit vendredi, soit dimanche au bureau. Voilà. Merci à toutes et merci à tous pour ce moment de partage. C'était très sympa. Vous avez vu, on s'est encore bien amusé. Et on se retrouve très bientôt avec mon associé Loïc pour le prochain webinaire. Ça me fait penser qu'on n'a pas parlé du côté ludique dans le management. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du côté ludique. Ça va de soi. Ça va presque de soi, ça semble une évidence, on n'en a pas parlé. C'est vrai. Il faudra approfondir cette question-là. Voilà. Un sujet à creuser. Allez, au revoir tout le monde. Et bon management. À très bientôt.